36 ans après la disparition d'une adolescente, sa famille a reçu une note cryptique au sujet d'un tombeau du Vatican. Pour la première fois depuis près de 40 ans, la famille de la jeune disparue Manuela Orlandi semblait tenir une piste prometteuse. Cette affaire mystérieuse a dérouté la police depuis sa disparition, mais maintenant un avertissement inquiétant pourrait enfin les orienter dans la bonne direction. Et de nombreux proches de Manuela retiennent leur souffle alors que les ouvriers du Vatican ouvrent d'anciennes tombes. Personne n'aurait pu prédire ce que le groupe s'apprêtait à découvrir. Après avoir quitté un cours de musique dans la ville italienne de Rome, Manuela s'est volatilisée sans laisser de traces. Depuis, des témoignages d'observation et de sombres théories du complot n'ont fait qu'alimenter le mystère entourant la disparition de la jeune fille. Malgré une couverture médiatique intense et les efforts inlassables de la famille Orlandi, aucune piste n'avait jamais permis une avancée décisive, jusqu'à maintenant. Il semble qu'un été, la famille Orlandi ait reçu un message anonyme laissant entendre que l'on connaissait l'endroit où se trouvait Manuela. L'indice énigmatique, qui aurait demandé au destinataire de « regarder là où l'ange pointe », semblait sorti d'un roman de Dan Brown et conduirait finalement les enquêteurs au cœur d'un cimetière de la Cité du Vatican. En revenant au début de l'histoire, Manuela est née de ses parents Maria et Erco Orlandi. Avec seulement une poignée d'autres citoyens italiens, la jeune fille et ses 4 frères et sœurs ont eu le privilège de grandir à l'intérieur des murs de la Cité du Vatican. Selon certains rapports, le père de Manuela travaillait pour la maison du pape, bien que d'autres sources suggèrent qu'il était employé de la Banque de l'État. Quoi qu'il en soit, la famille Orlandi profitait des avantages qu'offrait la vie à l'intérieur du Vatican. Le frère de Manuela, Pietro, a plus tard raconté comment lui et ses frères et sœurs jouaient autrefois dans les magnifiques jardins du lieu saint, et qu'apparemment, alors que les enfants s'amusaient, le pape Jean-Paul lui-même s'arrêtait parfois pour leur parler. En évoquant leur ancien environnement, Pietro a confié à CNN qu'il pensait vivre dans l'endroit le plus sûr du monde. Bien sûr, avec ce que l'on sait aujourd'hui, cette affirmation est tragiquement ironique. Pietro a ajouté qu'avant la disparition de Manuela, il considérait la Cité du Vatican comme une petite communauté amicale où tout le monde se connaissait, et que les événements dévastateurs qui ont suivi allaient briser à jamais ses illusions de sécurité. Le jour de la disparition de Manuela avait commencé comme un jour tout à fait ordinaire pour les Orlandi. Comme elle l'avait sans doute fait à de nombreuses reprises, Manuela quitta les murs de la Cité du Vatican pour assister à un cours de flûte. L'adolescente termina sa leçon et entreprit de rentrer chez elle, mais elle ne fut jamais revue. À l'époque de sa disparition, l'école était en vacances d'été, pourtant elle continuait d'assister à ses cours de flûte à l'école Tommaso Ludovico de Victoria plusieurs fois par semaine. Pour s'y rendre, Manuela prenait un bus jusqu'au centre de Rome puis marchait une courte distance jusqu'à sa classe. Le jour de sa disparition, elle était en retard. Apparemment, elle avait demandé à son frère Pietro de l'accompagner, mais il avait refusé, une décision qui allait le hanter pendant des décennies. Pietro a plus tard révélé à la BBC que la dernière fois qu'il avait vu Manuela n'était pas un bon souvenir, il s'était disputé parce qu'il faisait très chaud et qu'il avait refusé de l'accompagner. Elle avait claqué la porte et était partie, et c'est le dernier souvenir qu'il garde d'elle. La dernière observation confirmée de Manuela a eu lieu à un arrêt de bus dans le centre de Rome. Après cela, l'adolescente semblait s'être volatilisée de la surface de la Terre. La mystérieuse disparition a marqué la conscience italienne depuis lors et, par conséquent, cette étrange affaire a donné naissance à des théories du complot impliquant des organisations criminelles secrètes et même, de façon inhabituelle, le Vatican lui-même. En plus de ces diverses hypothèses, il y a également eu des témoignages d'observations liés à l'affaire. Par exemple, un témoin a affirmé avoir vu une jeune fille correspondant à la description de Manuela monter dans une BMW verte le soir de sa disparition, prétendument près de l'école de musique où elle s'était rendue. Malheureusement, cette piste s'est révélée sans issue. Dans les jours qui ont suivi la disparition de Manuela, d'autres signalements auraient été faits. L'un d'eux est venu sous la forme d'un appel téléphonique d'un jeune homme se présentant sous le nom de Pierre Luigi, qui affirmait avoir rencontré l'adolescente disparue sur la célèbre Piazza Navona de Rome quelques jours après sa disparition. Fait intéressant, Pierre Luigi a noté que l'individu qu'il aurait vu porter une flûte et des lunettes, qu'elle semblait ne pas aimer. Il a affirmé cependant que cette personne s'était présentée à lui et à sa fiancée sous le nom de Barbarella. De plus, Pierre Luigi a rapporté que la jeune fille vendait des produits cosmétiques et disait avoir quitté son domicile. Étrangement, un autre homme qui se faisait appeler Mario a affirmé avoir eu une rencontre similaire. Il aurait déclaré à la famille Orlandi qu'une fille prénommée Barbara avait visité son bar plusieurs jours après la disparition de Manuela et qu'à cette occasion,
elle lui aurait confié qu'elle était une fugueuse. Bien qu'elle ait eu l'intention de revenir pour voir sa sœur se marier, Mario a également déclaré que son établissement se trouvait entre le cours de musique de l'adolescente disparue et son domicile à la Cité du Vatican. Pendant ce temps, l'une des premières théories du complot est apparue quelques jours seulement après la disparition de Manuela. Selon ses parents, un individu non identifié les a contactés en promettant de la ramener. La seule condition était que Mehmet Ali Aka, alors incarcéré pour une tentative d'assassinat contre le pape Jean-Paul II, devait être libéré. Mais, une fois de plus, cette piste apparente n'a mené à rien. L'affaire s'est toutefois épaissie lorsque Aka a ensuite déclaré au diffuseur italien RAI que Manuela était toujours en vie. De manière étrange, l'assassin a affirmé que l'adolescente disparue était en sécurité et vivait dans un couvent, tout en niant connaître son emplacement exact. Mais, en fin de compte, les enquêteurs n'ont trouvé aucune preuve pour étayer ces déclarations, et le mystère allait devenir encore plus sombre. En 2005, une théorie encore plus inquiétante sur ce qui était arrivé à Emanuela a gagné en crédibilité. Apparemment, un individu inconnu a transmis un indice à un détective italien, affirmant que l'adolescente avait été enlevée à la demande du cardinal Ugo Poletti, alors vicaire général de Rome au moment de la disparition. L'informateur anonyme a donné à la police un indice inquiétant, il a déclaré que le secret du mystère se trouvait dans une tombe de la basilique Saint-Apollinaire, plus précisément dans la sépulture d'Enrico de Pedi, un célèbre gangster abattu en 1990 et inhumé dans cette basilique, proche de l'endroit où Emanuela suivait ses cours de musique. Avant 1997, la théorie de Pedi semblait encore plus crédible lorsqu'un nouveau développement a émergé en 2008. La maîtresse du mafieux a affirmé de façon sensationnelle qu'il avait participé activement à l'enlèvement d'Emanuela. Elle a également allégué que les restes de la jeune fille avaient été enterrés sous une maison en périphérie de Rome. Mais, malgré les recherches des détectives suivant cette piste, ils n'ont rien trouvé. En réalité, ils ont découvert que les fondations en béton du bâtiment en question avaient été posées avant la disparition de l'adolescente. De plus, une fouille ultérieure du caveau de Pedi n'a apporté aucun indice supplémentaire. Un autre rebondissement troublant dans l'affaire est survenu la même année, lorsque l'attention s'est tournée vers le Vatican lui-même. En effet, le célèbre exorciste catholique Gabriele Amorth a affirmé qu'une adolescente romaine, disparue en 1983, avait été enlevée pour être entraînée dans un réseau de soirées sexuelles, puis tuée. Plus inquiétant encore, Amorth a suggéré que des diplomates étrangers et les autorités du Vatican étaient impliqués. Il a donc déclaré au journal italien La Stampa que l'enquête devait être menée à l'intérieur du Vatican et non à l'extérieur. Mais, une fois de plus, ces accusations n'ont abouti à rien et, en conséquence, la famille d'Emanuela est restée sans réponse pendant près de 4 décennies, jusqu'à ce que l'affaire prenne un nouveau tournant choquant en 2019. Aujourd'hui, la mère d'Emanuela, Maria, réside toujours dans la Cité du Vatican, mais Pietro en est venu à regarder le Vatican avec suspicion après avoir mené une longue campagne pour retrouver sa sœur. Il a accusé les responsables du Vatican de manquer de transparence pendant l'enquête. En effet, Pietro a déclaré à CNN que le Vatican n'avait jamais collaboré avec les enquêteurs ni avec la famille, ils ont toujours nié la possibilité d'une responsabilité interne et affirmé avoir donné tout ce qu'ils possédaient, sans rien cacher. Lorsque CNN a soumis ses remarques au Vatican, aucune réponse n'a été donnée. Pietro est convaincu que le Vatican sait quelque chose sur la disparition d'Emanuela, surtout après avoir rencontré le pape François. Il a expliqué à CNN que François lui avait dit « Emanuela est au paradis ». Pietro a ajouté que cela lui avait glacé le sang d'entendre un pape déclarer qu'Emanuela était morte. Cela dit, cette rencontre lui a également donné l'espoir de trouver un jour une réponse. Depuis sa rencontre avec le pape François, Pietro affirme avoir tenté à de nombreuses reprises de contacter le Saint-Père pour obtenir plus d'informations, mais en vain. Et le frère d'Emanuela n'est pas seul dans sa théorie. En effet, le journaliste criminel italien Forensic Argenini a déclaré à CNN que chaque indice avait toujours conduit au Vatican. Elle a également ajouté que les responsables n'ont jamais expliqué pourquoi des mafieux comme les Petti auraient été enterrés dans une église importante. Puis, durant l'été, le Vatican fut de nouveau impliqué. La famille Orlandi reçut un tuyau sous la forme d'une image d'une statue religieuse accompagnée d'un message. L'indice, de façon déconcertante, leur ordonnait de regarder là où l'ange pointe du doigt et, en fin de compte, cette note énigmatique mena la recherche d'Emanuela vers 2 tombes situées dans un petit cimetière à l'intérieur de la Cité du Vatican. Plus précisément, le site en question est connu sous le nom de cimetière teutonique, situé près de la basilique Saint-Pierre.
C'est le lieu de repos final des membres germanophones de l'Église catholique romaine. Mais malgré son emplacement prestigieux, le cimetière est dissimulé derrière de hauts murs imposants, et ses grilles ornées sont, selon les rapports, surveillées par un garde suisse. Pour accéder aux tombes mentionnées dans le message, la famille Orlandi avait besoin de l'autorisation du Vatican. Étant donné qu'ils n'avaient reçu aucune réponse à leur précédente demande d'information, ils n'étaient pas optimistes, d'autant plus que les tentatives de Pietro pour parler au pape François auraient été ignorées. Mais après près d'un an de campagne menée par la famille d'Emanuela, le Vatican accepta finalement d'exhumer les tombes choisies. À la suite de ce développement, un Pietro plein d'espoir déclare à la BBC que, pour la première fois, le Vatican montrait qu'il envisageait la possibilité qu'il y ait eu des responsabilités internes dans la disparition d'Emanuela. Cela dit, un porte-parole du Vatican souligna que la police cherchait uniquement à déterminer si Emanuela pouvait avoir été enterrée dans le cimetière. Les responsables du Vatican n'enquêteraient pas sur la disparition de l'adolescente, car celle-ci s'était produite en dehors de leur juridiction. Il semblait donc probable que l'enquête resterait de la responsabilité des autorités de Rome. Néanmoins, les recherches commencèrent en juillet, et tout reste découvert durant la fouille devait subir des tests ADN, lesquels prendraient apparemment plusieurs semaines avant de donner des résultats. Mais alors que Pietro espérait que l'excavation marquait un tournant avec le Vatican, la journaliste Sara Nini demeurait prudente. En juillet, elle affirma que la coopération des responsables du Vatican ne servait qu'à détourner toute suspicion. Elle déclara à CNN : « Je crains que le Vatican ait décidé d'ouvrir les tombes parce qu'il sait qu'il n'y a rien à l'intérieur, et cela mettra définitivement fin aux revendications de la famille Orlandi. » Quoi qu'il en soit, les Orlandi furent autorisés à superviser l'exhumation des tombes, aux côtés des proches des occupants supposés. Avant le début des recherches, Pietro dut envisager ce qui se passerait si les restes d'Emanuela étaient réellement découverts. Après tout, il n'avait jamais perdu l'espoir de retrouver sa sœur vivante. En réfléchissant à la possibilité que l'exhumation résolve au moins une partie du mystère, Pietro déclare à la BBC : « Ce serait angoissant pour ma mère. Elle vit toujours à l'intérieur du Vatican, à moins de 300 mètres de ce cimetière. Penser qu'elle a été si proche de ma sœur pendant si longtemps sans le savoir me rend malade. » Pietro ajouta : « En réalité, j'espère qu'Emanuela n'est pas là. » En fin de compte, elle ne s'y trouvait pas. En effet, les tombes du cimetière teutonique furent découvertes totalement vides. Dans un rebondissement étrange, les cryptes ne contenaient même pas les restes des deux princesses que l'on croyait enterrées là. Incroyablement, les restes des nobles allemandes, la princesse Sophie von Hohenlohe et la princesse Charlotte Frédérica de Mecklembourg, étaient introuvables. Toutes deux avaient des liens avec la famille royale danoise et étaient mortes au VIe siècle. Cependant, les équipes de recherche découvrirent deux ossuaires, de petites chambres utilisées pour enterrer les morts. Fait intéressant, ceux-ci furent découverts sous une trappe dans un bâtiment adjacent au cimetière teutonique. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car les ossuaires contenaient bien des restes humains. Alors que les scientifiques peuvent dater des ossements en quelques heures, l'identification ADN est un processus plus long. Alessandro Cassidi, porte-parole du Vatican, assura à Vatican News que des tests médico-légaux étaient effectués selon les protocoles internationaux, bien qu'il ait refusé de spéculer sur la durée de l'analyse. Bien qu'on ne sache pas avec certitude pourquoi les tombes des deux princesses furent retrouvées vides, au moins une explication a été avancée. En particulier, le Vatican a émis l'hypothèse que les restes des cryptes avaient pu être déplacés lors de travaux sur le site dans les années 60 et 70. Mais si le mystère des ossements est certes intrigant, la famille d'Emanuela demeure dans l'incertitude. Après tout, ils ne semblent pas plus près de découvrir ce qui est arrivé à leurs proches. Pourtant, Pietro refuse d'abandonner l'espoir qu'Emanuela soit un jour retrouvée vivante. Il confia à la BBC : « Elle et moi avions une relation très proche. Nous aimions tous deux la musique. Elle essayait de m'apprendre une pièce de Chopin. Nous n'avons parcouru que 2 pages, puis elle a disparu. J'espère qu'un jour elle reviendra pour m'enseigner le reste. »